Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil patrimoine 24. Je suis avec Jean-Baptiste de Pascal. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Baptiste, vous êtes directeur du développement et de la fiscalité chez Interinvest et votre actualité, elle n'est pas spécialement produit, elle est aussi produit, on va y revenir, mais surtout, vous venez de faire aboutir un dossier digitalisation dont j'ai l'impression que c'était un gros morceau. Énorme morceau effectivement parce qu'on a rendu accessible la signature du dossier de souscription type, mais avec tout le pack réglementaire pour le client dans le même univers. D'accord. Bon, je vais être rabat-joie, mais la signature électronique, ça fait quand même un moment que ça existe chez vos concurrents quand même. Non. Alors oui, mais là c'est bien plus que la signature électronique parce que nous on a ouvert notre espace de souscription en ligne en 2006. En 2010, on avait lancé le simulateur en ligne, donc on pouvait calculer les plafonds, etc. Et la signature électronique, on l'a lancée en 2015. Ah oui, donc il y a déjà 5 ans. Voilà, donc là, on était sur l'étape d'après. Et donc là, la nouveauté, le gros morceau, c'était ce que vous appelez le process réglementaire. On a une réglementation qui est débordante, il y a de plus en plus de papiers à imprimer, à faire signer. Et ça, tout ça, c'est enfin... Tout ça, c'est la déclaration d'adéquation, la lettre de mission que normalement fait signer le CGP en parallèle de la souscription. Et là, on met tout au même endroit. Ça a l'intérêt de simplifier pour le client qui, du coup, signe sur le même espace. D'accord. Et surtout pour le partenaire d'avoir son pack réglementaire qui est mis à jour par Interinvest, puisqu'on va uploader en fonction des contraintes réglementaires dès qu'il y a une nouvelle norme qui s'impose et on va pouvoir ajuster pour tout le monde. C'est clair. Je crois que chez Interinvest, il y a aussi une actualité produit autour du private equity, du non-coté. Oui, exactement, parce qu'on a en ce moment on a 2 fonds. Alors, c'est des fonds professionnels de capital investissement. Des FPCI, à ne pas confondre avec des FCPI. Exactement, parce que le FPCI n'a pas d'avantage fiscal, c'est un fonds purement d'investissement, donc c'est du non-coté. Alors, il y en a 2. Le premier, il a une thématique qui est sur du capital développement. Donc, on est là pour accompagner les entreprises dans leur croissance. Quel scope géographique, des secteurs privilégiés? Alors, pas de secteur. D'accord. Le critère, c'est que ce soit que des boîtes rentables qui font déjà au minimum 1 million de chiffre d'affaires. Donc, qui ont déjà validé. Voilà, leur cycle est déjà réalisé. On sait qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs. Ils ont prouvé leur modèle. Et c'est en France métropolitaine, un petit peu d'Europe, mais c'est essentiellement France métropolitaine. FPCI, c'est des fonds professionnels. Ça veut dire que le ticket d'entrée est à combien? Alors, c'est réservé aux investisseurs avertis, avec ticket d'entrée à 100 000 euros. Ah oui, donc c'est un peu sélectif. Donc ce premier, il a comme volonté d'accompagner tout le secteur, mais vraiment le capital développement. Et le deuxième FPCI, c'est un FPCI qu'on appelle Evergreen, donc toujours ouvert. Toujours ouvert. Sur une thématique immobilière. Donc l'idée, c'est que là, que le client, il décide quand il rentre et quand il sort. C'est pas le fonds qui va avoir une durée de vie limitée dans le temps. Jean-Baptiste, je crois, chez Interinvest, vous êtes... Alors là, on vient d'évoquer 2 produits des FPCI qui n'ont pas de volet fiscal, mais il y a aussi chez Interinvest des produits à fiscalité, je pense au Girardin. Et là, votre message, c'est de dire, attention, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, peut-être que le gisement va se tarir et peut-être qu'il ne faut pas attendre la fin de l'année pour se poser les questions fiscales en 2021. Exactement, parce que sur le Girardin, on finance du matériel et des biens productifs neufs. Ouais. Ce qui veut dire que c'est des nouveaux investissements dont auraient besoin des entreprises d'ultramarines. Et c'est vrai que pour l'année 2021, eh bien, ça s'annonce avec un nombre de nouveaux projets peut-être moindre ou pas illimité. Et c'est vrai qu'il faudrait avoir tendance à anticiper au plus vite en début d'année pour pouvoir servir les investisseurs parce que le marché sera plus petit. C'est vrai que sur ces produits à fiscalité, on a un peu tendance à voir ça plutôt sur la fin de l'année, fois que, en termes de chiffre d'affaires, de rémunération, on a une bonne vision de là où on est, et puis on fait les arbitrages. Et là, le conseil du professionnel, c'est un petit peu d'inverser la proposition en disant, peut-être dès le premier trimestre, sans s'en préoccuper. Ou de prendre de la marge, on n'est pas obligé de faire tout son investissement, mais au moins de faire une première partie dès le début sur ce dont on est sûr, plutôt que de prendre le risque en fin d'année de ne pas avoir d'opération disponible. Ok. Il nous reste un peu de temps. Je crois aussi que chez Interinvest, il y a des produits, tout au moins un produit qui est en gestation. Il y a un lancement qui se prépare. On peut en dire déjà quelques mots? Exactement. Un fonds retail qui sera non fiscal, donc sans avantage fiscal, et qui aura vocation à aller financer le secteur de l'immobilier, donc promoteurs, marchands de biens et autres,
avec un ticket d'entrée très, très accessible, puisque c'est à partir de 3 000 euros. D'accord. Donc en diversification, c'est du non-coté, donc pas de garantie. Bien sûr. On accepte le risque, mais on va pouvoir diversifier un peu son risque. On sort des marchés et on va sur la thématique immobilière, mais dans un fonds. Sur l'immobilier, il y a plusieurs segments. Il y a le résidentiel, il y a le bureau, il y a le mur de commerce, il y a l'entrepôt. On peut d'ores et déjà dire s'il y aura une préférence ou ça sera tout azimut. Alors, nous, ce qu'on va financer, c'est on va financer le promoteur en haut, en fait. En la amont. structure qui finance. D'accord. Voilà. Le marchand de biens, vous intervenez sur voilà. la. On ne va pas détenir les actifs. D'accord. C'est pas le but du fonds, c'est d'accompagner le financement au niveau de la structure de tête. Ok, chez Interinvest, ce produit, il arrivera quand? Eh ben, c'est la surprise pour début 2021. On attend le visa AMF, donc c'est... Bon, donc voilà. On l'a compris, 2021, début d'année assez riche avec un nouveau produit, et puis dès le premier trimestre, il faut s'intéresser à son Girardin. Tout à fait. Jean-Baptiste de Pascal, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, c'est parti, on continue la matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis avec Édouard Herbeau. Édouard, bonjour. Bonjour Frédéric. Édouard, vous êtes cofondateur de Keepers. Keepers, c'est un family office. Vous êtes à Lille. Merci d'être avec nous en visioconférence à partir de Lille. Votre actualité chez Keepers, c'est que vous avez monté votre maison à Lille il y a assez peu de temps, en 2018. Et là, ça a l'air de bien marcher puisque votre actualité, c'est que vous êtes en train d'ouvrir un bureau à Paris. C'est bien ça? Oui, effectivement. Alors Keepers, c'est un jeune family office qui a tout juste 2 ans, fondé par mes 2 associés et moi, Anthony Watine, Camille Berthelot. Nous avons effectivement démarré à Lille et avec après 2 ans d'existence, nous supervisons 2 milliards de patrimoine pour 11 familles. Voilà. C'est bien, 2 milliards. Et donc, ça avance suffisamment bien pour que là, vous passiez à l'étape suivante, qui est la création d'un bureau à Paris. Vous comptez un peu ouvrir des bureaux sur tout le territoire français ou c'est terminé après? Non, écoutez, on a testé le modèle à Lille, ça fonctionne plutôt bien. Donc, nous attaquons Paris, nous venons avec beaucoup d'ambition et effectivement, par la suite, on serait ravis de mailler le territoire français, et éventuellement Luxembourg et Bruxelles également. Édouard Herbeau, vous définissez Keepers comme un family office. Vous faites quelle différence entre un family office et un CGP? La différence est assez nette, c'est qu'un family office se rémunère en honoraires pour superviser la globalité du patrimoine. Donc, nous ne vendons pas de produits, nous vendons de la matière grise, de l'intelligence, et donc nous ne sommes pas distributeurs de produits financiers. Donc pas de rétrocession, on évite les situations de conflit d'intérêts. Je crois que vous vous définissez aussi... Il peut y avoir quelques rétrocessions, notamment sur des fonds de private equity, qu'on reverse à nos clients. Donc ça fait partie intégrante du modèle. Donc c'est complètement transparent. Complètement transparent. Vous vous définissez aussi chez Keepers comme un aiguilleur. Vous dites, voilà, nos clients souvent sont des particuliers qui sont très occupés. Et on doit dialoguer avec des techniciens qui sont très pointus. Et nous, on est l'interface, on est un peu un aiguilleur, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On a tendance à dire qu'on ne fait rien, mais on supervise tout, et c'est déjà un métier à plein temps. Donc nous sommes là pour sélectionner des asset managers, sélectionner des fonds de private equity, apporter une cohérence globale, définir une stratégie par le haut avec nos clients, puisque nous avons des clients qui sont extrêmement multi-bancarisés. Ils ont généralement 5 ou 10 banques, 15 mandats de gestion, 20 fonds de private equity. Et la stratégie est une résultante d'association de produits, mais n'est jamais vraiment clairement définie. Donc, on les accompagne sur la définition de la stratégie et son déploiement. Juste pour terminer sur Keepers, vous êtes family office, le ticket d'entrée pour prendre un nouveau client en compte, si je puis dire, c'est combien? Alors, on a assumé de mettre une barre, un ticket d'entrée relativement élevé, puisque nous sommes à 50 millions d'euros de patrimoine supervisé, donc hors actifs professionnels, c'est très important. D'accord. Et donc, ça nous permet clients et de les chouchouter comme convenu. Quelle est l'humeur de vos clients fortunés? En ce moment, on est sur une période avec le Covid, la deuxième confinement, il y a beaucoup de morosité. Ils sont plutôt inquiets, ils sont plutôt sereins, ils vivent ça comment? Et en termes de placement, ils ont des attentes particulières? Non, je dirais qu'ils sont plutôt sereins. Effectivement, bon, ça a bousculé tout le monde, mais ils sont plutôt sereins dans l'approche. Ils ont des patrimoines qui leur permettent de l'être. Chaque crise présente des opportunités, mais en tout cas, ils sont bien accompagnés, donc on leur apporte une certaine sérénité dans le déploiement. On les aide à gérer le risque, à suivre leur investissement, et le fait d'avoir
une gestion assez transparente et consolidée, ça leur apporte pas mal de sérénité. Chez Keepers, vous revendiquez une grande autonomie de parole. Vous dites, nous, on est payé en honoraires par nos clients, donc on dépend de personne. Quel est votre... il y a un grand phénomène de mode, on parle beaucoup en ce moment, enfin depuis un certain temps même, d'ISR. Quelle est votre perception sur les SR chez Keepers? L'ISR, on sent beaucoup d'attentes de la part de nos clients et surtout sur la génération des enfants. Et je ne vous cache pas qu'on est assez déçu par l'offre. C'est, pour reprendre un terme à la Elle est mode, assez... pléthorique, cette offre. Pardon? Elle est pléthorique, l'offre, en ce moment. Sur l'ISR. Elle est pléthorique, mais on ne peut plus se satisfaire de plaquettes en papier recyclé et de beaux logos ISR. Toutes les sociétés ont signé les PRI, qui est juste un acte engageant de bonnes intentions. Toutes les sociétés cotées en bourse répondent à des ODD, vous connaissez ça par cœur, mais nous, on est Ouais. assez déçus. Et on pense que le seul activisme concret, c'est la gestion par exclusion de secteurs type que les industries carbonées, les énergies fossiles. Il y a un dernier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, Édouard. C'est, vous dites, nous, en tant que Family Office, on a fait un gros effort, un gros investissement sur tout ce qui est le digital, le parcours digital. On peut revenir un peu là-dessus parce que j'ai quand même l'impression que toute la profession s'est digitalisée quand même. Oui, alors nous, on est né dans le digital. On l'a conçu dès le départ. En tout cas, c'est l'une de nos deux jambes chez Keepers. On se branche sur toutes les banques de nos clients. On récupère la donnée. On a une énorme base de données qui nous permet d'y plugger pas mal d'outils. On a des outils de simulation d'allocation d'actifs. On a des outils de gestion de risque, des outils d'anticipation de flux de private equity. Également, dans la connaissance client, on a monté un outil, un algorithme de profiling client à base de sciences Oui. cognitives et comportementales. Et ça nous permet de cibler quel est vraiment le profil de l'investisseur, son seuil de douleur et également les biais cognitifs qui le polluent dans sa prise de décision. D'accord. J'ai l'impression que vous voulez être et vous revendiquez d'être un guichet unique pour l'ensemble des attentes en matière de gestion de patrimoine de vos clients. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. On est guichet unique, on supervise tout, on consolide, on a un très beau reporting consolidé qui apporte beaucoup de transparence. Et effectivement, je pense qu'on offre en tout cas une vraie sérénité aux familles qu'on accompagne. C'est très clair. Édouard Herbeau, merci d'avoir été avec nous à partir de Lille. On vous Merci souhaite Frédéric. succès pour le développement de vos opérations à Paris, puis on se retrouve prochainement. À très bientôt. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis avec Peyman Peymani qui est avec nous à partir de Strasbourg. Peyman, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Peyman, vous êtes le président de Gutenberg Finance. Gutenberg, c'est une maison de gestion qui est installée à Strasbourg. Votre actualité, c'est que dans cet environnement un petit peu morose où on parle de récession économique, eh bien vous embauchez, vous êtes en train de réaliser 3 embauches chez Gutenberg Finance. Oui, actuellement, nous réalisons 3 recrutements. D'ailleurs, ces recrutements sont visibles sur notre site LinkedIn de Gutenberg Finance. Un gérant obligataire, Un gérant senior, obligataire. voilà, pour s'occuper notamment des mandats de trésorerie en gestion d'entreprise. Actuellement, les taux sont tellement compliqués que il faudrait laisser ça aux vrais professionnels. Un commercial pour nous développer dans les CGPI et également auprès des entreprises régionales. Et enfin, un ingénieur patrimonial pour se développer dans le segment des high net worth individuals. Peyman, vous pouvez nous rappeler combien l'équipe de Gutenberg aujourd'hui, c'est combien de personnes? Actuellement, nous sommes 6 personnes et on va être une petite dizaine, j'espère, d'ici. Donc 3 recrutements, ça veut dire qu'on augmente les effectifs de 50%. Est-ce qu'on peut revenir sur Gutenberg Finance? Vous êtes une société de gestion, vous êtes en région, vous êtes à Strasbourg. C'est peu courant une société de gestion française en province à Strasbourg. Oui, en effet. En fait, peu de gens le savent, mais Strasbourg, c'est quand même un pôle financier assez important derrière Paris. Pour rappel, il y a 3 sociétés de gestion à Strasbourg, et à ne pas oublier également la salle de marché de CIC. Donc, en termes financiers, c'est assez important, c'est à souligner. Et actuellement,
la société qu'on avait achetée avec à peu près 20 millions d'encours, qui a été créée d'ailleurs en 1980. Et à ce titre, nous sommes la plus ancienne société de gestion entrepreneuriale en France. C'est une maison qui a 40 ans. C'est une maison que vous avez rachetée quand, Peyman? En 2006, exactement. Donc vous étiez parisien, vous étiez déjà dans l'industrie financière et vous avez vous avez eu le souhait d'aller vous installer en région, c'est ça? En effet, tout à fait. J'étais gérant de portefeuille à Paris avec feu Bernard Thirier. Et en 2006, j'ai eu l'opportunité d'acquérir cette société de gestion. Ok. D'ailleurs, à mes côtés, je dois souligner qu'il y a la plus grande mutuelle alsacienne aussi, la société Camax, qui est la petite cousine alsacienne de SMA BTP en région, qui est dans le capital, à hauteur de 25%. Les expertises de Gutenberg Finance, c'est quoi? Vous avez combien de fonds? Vous gérez quelle classe d'actifs? Alors, on a une gamme assez classique, un fonds obligataire, un fonds patrimonial et un fonds action. Notre vaisseau amiral, c'est notre fonds obligataire, notre fonds patrimonial, Gutenberg Patrimoine, et nous gérons selon évidemment une méthodologie fondamentale en analysant le management, les moyens, la marge, et surtout on a une propension à regarder, puisqu'on est à Strasbourg, un petit peu l'Est, la zone qu'on appelle la zone d'art. On va y revenir. Les encours de la maison, vous gérez combien? Au total, à peu près 200 millions d'euros, dont 100 millions en fonds. Est-ce qu'on peut parler alors, vous dites gestion patrimoniale, gestion action, vous avez un fonds Gutenberg Action. En termes de performance, ça donne quoi depuis le début de l'année? Parce qu'on a eu une période qui était compliquée quand même. Ah oui, absolument. Écoutez, cette année, on fait une de nos meilleures années. Curieusement, malgré les difficultés du marché. Au moment où on se parle, notre fonds est à plus 5%, dans un marché qui doit être aux alentours de moins 8%. On délivre une très très bonne performance. On est plutôt des spécialistes de valeur de croissance. Vous parliez tout à l'heure de zone dark, DACH. C'est quoi cette zone dark? Oui, alors la zone dark, c'est un petit peu ce qu'on appelait autrefois la Lotharingie, si vous voulez, et c'est Deutschland, Austria et Confédération helvétique. Et l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Exactement. Et c'est là que vous aimez faire, vous avez un tropisme un peu Europe de l'Est, c'est là que vous aimez faire votre marché. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de pépite, de valeur que vous avez en portefeuille, que vous trouvez intéressante, qui mériterait d'être connue et qui n'est pas nécessairement très connue des investisseurs français? Oui, écoutez, cette année, le secteur de la santé et tout ce qui est digital a été un petit peu à la fête. Le secteur de la santé en Suisse, nous aimons beaucoup une valeur qui s'appelle Siegfried. Siegfried, qu'est-ce que c'est que ça, Siegfried? Siegfried est une société qui évolue dans le domaine d'équipementier pharmaceutique d'une certaine manière. Ils sont actifs dans ce qu'on appelle les APIs, c'est-à-dire les indicateurs pharmaceutiques actifs. C'est un secteur assez capitalistique qui nécessite de forts investissements avec pas mal d'usines. Et ils sont assez forts là-dedans. Donc il y a des barrières à l'entrée. Pour terminer, Peyman, si vous voulez bien un mot sur Gutenberg Patrimoine. Gutenberg Patrimoine, depuis le début de l'année, ça donne quoi? Ça se comporte comment? Alors Gutenberg Patrimoine aussi fait mieux que son indice de référence. Et on est à 0 actuellement dans un marché en baisse de 8%, 0 plus. Et c'est un fonds qui a obtenu un prix, le prix de la GFI en 2016, suite à 3 excellentes années, 2013, 14 et 15. Après une période difficile en 2018, mais là, de nouveau, en 2019 et 2020, vraiment, le fonds revient au devant et remporte un bon succès. Ok, c'est très clair, c'est très transparent. Merci Peyman Bemani d'être aussi transparent. Vous n'hésitez pas, et je crois que c'est vraiment une vertu d'être transparent, de reconnaître qu'il y a des périodes qui sont difficiles. Vous évoquiez 2018. Merci d'avoir été avec nous, Peyman Bemani, à partir de Strasbourg.
On vous souhaite succès dans vos embauches et on vous dit à très bientôt.